10 ans après les émeutes de banlieue qui plongèrent la France dans le chaos et conduisirent le gouvernement à décréter l'état d'urgence, la rénovation urbaine a-t-elle permis d'améliorer les conditions de vie des habitants des cités? Quel bilan pour cette décennie de politique de la ville? Un paysage transformé est-il garant d'un climat apaisé? Voyez ce reportage tourné à Créteil, il est signé Quentin Calmé. On se retrouve après avec nos invités pour en débattre. Ce quartier de Créteil est sorti de terre en quelques années. Au total, 25 hectares tout neufs. Aïssata Si est parmi les locataires relogés dans ce nouveau quartier. C'est ici que j'habite, au niveau 22 rue Charles Gustave Stoskov. Moi, personnellement, je suis contente d'être ici. Oui. Non seulement quand je suis rentrée, c'était tout neuf. Depuis 1985, Aïssata vivait au Petit Pré-Sablières, des bars HLM sur le point d'être rasés. Ces immeubles ont été construits à la fin des années 50. Ils sont trop vieux pour être réhabilités. On le voit déjà sur certaines façades, il y a déjà des immeubles qui sont des appartements qui sont murés. Donc les deux bâtiments là vont être démolis. Le centre social va également être démoli. Il y a juste une église qui est au bout, qui reste parce qu'ils sont propriétaires des murs. Et sinon, tout va être reconstruit dans du neuf. L'accompagnement des locataires, c'est l'une des missions du centre social du quartier. Une mission en lien direct avec le programme de rénovation urbaine décidé en 2011. On a extrait justement certaines paroles du groupe de paroles d'habitants qu'on a fait pendant plus d'une année avec un sociologue qui permettait aux habitants de venir poser des questions et de raconter un peu leurs inquiétudes sur la rénovation urbaine. À l'origine, c'était une cité de transit où les gens devaient rester que quelques temps, comme le veut le transit, et qui sont là depuis 1962. Et on est en 2015. Groupe de parole, mais aussi liaison avec le bailleur social et la mairie, afin de rassurer des familles souvent déboussolées. Donc les sablières sont ici. On leur a proposé des logements effectivement au départ vraiment au niveau de la rue Charles-Gustave Stoskov. Quand les familles venaient me voir avec une adresse, et ben cet outil m'était très utile parce que justement j'ai pu leur dire ah rue machin c'est au Bleuet, rue machin c'est là, rue ceci c'est là, au Montmélie et compagnie. Créteil, nouveau quartier sud, ses espaces verts et sa ligne de métro prolongée. Ces logements ont été pensés sur le long terme. Oubliez les bars HLM, la priorité est de promouvoir la mixité sociale. Une rénovation urbaine qui a concerné 250 ménages comme Aïssata. Un déménagement entre l'ancien et le nouveau quartier, également la préoccupation d'une deuxième association qui accueille les arrivants. Le principe était d'accompagner les habitants qui passaient d'un quartier à l'autre, de se dire comment leur faire retrouver des repères sur le nouveau quartier, parce que c'est un quartier, les Petits Pré-Sablières, qui était à la fois un quartier délabré et en même temps un quartier qui pouvait avoir un côté rassurant de par le fait qu'il soit assez fermé et où les gens se connaissent, ont des repères, connaissaient très bien le centre social, étaient très accompagnés par le centre social. Ne pas limiter la rénovation urbaine aux questions architecturales, mais la penser en termes humains, c'est toute l'ambition de ces animateurs sur le terrain. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 consacré à cette décennie de politique de la ville. 10 ans après les émeutes, 4 invités m'ont rejoint sur ce plateau. Evelyne Yonnet, bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste de la Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. J'accueille également Aïssa Sago, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à la mairie d'Aulnay-sous-Bois en charge de l'action sociale. Vous êtes également la directrice et fondatrice de l'association Femmes Voilées. Merci d'être avec nous. Excusez-moi, Femmes Relais. Femmes Relais. Nicolas Grivel, bonjour. Vous êtes directeur général de l'ANRU, Agence nationale de la rénovation urbaine. Et Estelle Barthélémy, vous êtes directrice générale adjointe de Mosaïque RH. C'est un cabinet de recrutement spécialisé en ressources humaines dans la promotion de l'égalité des chances et de la diversité. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a 43 milliards d'euros. C'est le montant estimé pour la politique de la ville. Peut-être une réaction, Nicolas Grivel. Certains disent que c'est un puissant fond à cette politique de la ville et la rénovation urbaine. Alors la rénovation urbaine, c'est une politique qui a été lancée il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, en 2004. Et effectivement, près de 50 milliards d'euros investis. Et c'est pas un puissant fond puisque ça donne du concret. On l'a vu dans le reportage avec
près de 150 000 logements démolis et de logements reconstruits, autant, près de 300 000 réhabilitations de logements, 500 quartiers, 4 millions d'habitants concernés. Donc des réalités très tangibles, très visibles pour les habitants, avec un changement du cadre de vie très profond. Ça ne résout pas tous les problèmes, on pourra en discuter évidemment, effectivement, mais ça change considérablement les modes de vie dans ces quartiers, et c'est un investissement nécessaire que la République devait investir dans ces quartiers. Oui, Evelyne Lyonnais, pourtant, un sondage de février 2015, sondage Harris, estimait que seuls 10% des Français pensent que la politique de la ville a porté ses fruits, justement. Alors comment expliquez-vous, finalement, que les retombées sur le terrain ne se fassent pas réellement sentir par les habitants? Alors, pour moi, elle se fait ressentir, en tout cas en ce qui concerne notre département, qui est la Seine-Saint-Denis, puisque nous avons bénéficié de cette politique de la ville, de l'ANRU, de l'ANA, du CUX, de tout ce qui existait avant, qui va être réformé aujourd'hui. Justement parce qu'il y a peut-être un peu trop d'empilement de tous ces dispositifs. Alors, je pense pour moi, personnellement, que la politique de la ville s'est adaptée au fur et à mesure qu'elle avançait et qu'elle rencontrait les villes, les départements qui avaient besoin de cette politique de la ville. Je crois qu'elle s'est faite en concertation avec les habitants. Bien sûr, c'est jamais simple de dire à un locataire ou à un propriétaire on est obligé de démolir votre immeuble parce qu'il est insalubre, indécent. Et donc, il y a un accompagnement à faire. Mais ce qui est le plus long et là où les habitants sont peut-être un peu mécontents, c'est la mise en route de ces dossiers en rue qui sont très lourds à porter puisque c'est des périmètres très larges. Pour ce qui concerne notre ville d'Aubervilliers, par exemple, nous avons 2 énormes dossiers en rue, plus un plan national de requalification des quartiers anciens dégradés. Et donc le tout fait que, bien sûr, on a l'impression qu'il y a des travaux partout, qu'on démolit, qu'on exproprie, mais ce qui n'est pas le cas. L'intérêt de l'accompagnement social, c'est très très important pour ne pas laisser les habitants au bord du chemin. Et donc cet ensemble fait que la rénovation des villes et des départements, sans l'ANRU et la politique de la ville, je pense que jamais on n'aurait pu atteindre les objectifs que nous essayons d'atteindre aujourd'hui. Oui. Aïssa Sago, votre réaction, comment c'est accueilli en général justement par rapport à ce que vient de dire Madame la sénatrice, quand il y a des chantiers comme ça de rénovation urbaine, on détruit certains quartiers, comment ça se passe pour les habitants? C'est vrai que nous, ce programme est arrivé à Aulnay-sous-Bois en même temps que les événements de 2005, hein, donc ça a été au départ par certains très mal accueilli. Mais par nous, les associations qui sont sur le terrain, on était vraiment ravis. On s'est dit, mais enfin, il y a quelque chose qui va arriver et enfin, on va peut-être trouver des solutions. Voilà. Donc c'est vrai qu'il a fallu tout un accompagnement de ces personnes, de ces familles, pour leur faire comprendre en fait l'intérêt de ces démolitions et de ces reconstructions sur leur quartier. Et peut-être, on avait bien dit peut-être à l'époque que ça pourrait aussi changer leur vie. Voilà. Donc parce que c'est vrai qu'au départ, c'est arrivé au moment où tout a brûlé dans le quartier, où les gens n'avaient plus espoir de quoi que ce soit, n'avaient plus confiance en personne. Et il a fallu en fait que nous, les associations, on aille vers le bailleur, vers la ville, pour leur expliquer que on est là, ces familles-là nous font confiance, donc on va les accompagner parce qu'il y a besoin d'un réel accompagnement, pas que des mots ou des courriers ou des prospectus, on ne les comprend pas, il faut les suivre vraiment de près, les accompagner au quotidien et physiquement. Oui. Estelle Barthélémy, sur ces questions de rénovation, on le disait, hein, effectivement ça ne fait pas tout, mais c'est quand même un premier pas pour les habitants déjà, d'avoir le sentiment qu'on s'occupe d'eux. Le travail est remarquable. Ce dont nous on a l'impression, c'est que la politique de la ville, en fait, à vous de vous débrouiller avec vos banlieues. Alors que ce qu'on constate, c'est la marginalisation économique. Le taux de création d'entreprises dans la Seine-Saint-Denis est 2 fois supérieur à la moyenne, mais 3 ans après, il y a la moitié des entreprises qui meurent. Le taux de chômage dans les quartiers, ça peut monter jusqu'à 40%. Sur les jeunes diplômés, qui est notre public cible, on voit bien qu'il y a 16 points d'écart.
Donc, je pense que la rénovation urbaine, elle est nécessaire, elle est en marche, mais voilà, il y a une marginalisation des personnes qui vivent dans les quartiers où on repose ça un peu sur la politique de la ville, et il faudrait plus de concertation et vraiment que le regard change en pensant que les talents, les créateurs de demain sont aussi dans ces quartiers populaires. Et je pense que voilà, c'est en marche et c'est trop lent. Il y a urgence. Ouais. Avant d'aller plus loin dans ce débat, je vous propose d'écouter Jean-Louis Borloo. Il était notre invité la semaine dernière et il a réagi justement à ces 10 ans de politique de rénovation urbaine. On l'écoute. Il s'agissait de déghettoiser, c'est-à-dire que l'urbain c'est pas tout bien entendu, mais il n'y a que les sociologues qui travaillent dans des journaux très intelligents qui opposent l'urbain et l'humain. Jusqu'à nouvel ordre, c'est l'humain qui vit dans l'urbain. Il faut qu'ils aient expliqué ça aux mamans qui étaient dans des conditions épouvantables qui entraînaient la haine et la violence. Oui, 150 000 logements détruits, autant reconstruits, 600 000 logements réhabilités, résidentialisés, 30 km d'allées pour aérer des quartiers. Ça a répondu à la question posée. Ça ne répond pas à toutes les questions des déséquilibres du territoire, de la pauvreté, de la qualité de la formation dans les quartiers, de l'accès en... Bien entendu. Nicolas Grivel, je vous vois acquiescer aux propos de Jean-Louis Borloo. Effectivement, il y a toujours quand même un déséquilibre dans les territoires. Alors qu'est-ce que l'ANRU peut faire pour aller au-delà de ces problèmes? Acquiescer, évidemment. C'est Jean-Louis Borloo qui a créé l'ANRU, qui a donné cette dynamique, qui était un changement d'échelle dans l'ambition sur cette politique. Et en même temps, la conscience, il le redisait à l'instant, que ça ne peut pas tout, mais que c'est la condition nécessaire pour commencer. Et c'est vrai que le changement d'image de ces quartiers, le changement d'attractivité de ces quartiers, même si ça prend du temps, parce que évidemment c'est des politiques d'ampleur très très lourdes, même si on refait des quartiers qui ont été créés il y a 30, 40, 50 ans et qu'on a cette histoire à remonter, cette pente à remonter, c'est à ce prix-là qu'on peut changer l'image de ces quartiers, changer l'envie des habitants d'y habiter, d'y rester, d'y venir pour certains, et puis changer la perception que peuvent avoir des employeurs, des habitants qui résident dans ces quartiers. Et donc, même si ça crée de l'emploi par l'activité du chantier, mais ça ne résout évidemment pas le problème de la situation économique et sociale de manière globale. Mais l'idée, c'est de remettre des dynamiques positives pour ces habitants, désenclaver ces quartiers. Un certain nombre d'entre eux ont la problématique d'accès aux activités économiques, d'accès aux services, et donc faciliter les transports, faciliter l'accès à cet emploi, faciliter les modes de garde pour les enfants, l'accès aux services publics, donner une meilleure image des écoles, les collèges de ces quartiers. C'est des choses qui, à terme, produisent un impact pour la vie de ces habitants et leur accès à l'emploi, à l'activité économique de manière générale. Donc évidemment, c'est pas suffisant, mais c'était vraiment nécessaire d'amplifier cet effort, et c'est nécessaire de le poursuivre parce que toutes les situations ne sont pas réglées, loin de là, évidemment. Evelyne Lyonnais, Nicolas Grivel parlait de cette image aussi des banlieues. On le voit encore, une image pleine de stéréotypes. Les banlieues sont pauvres, dangereuses, communautarisées. Ça, c'est le résultat d'un sondage Odoxa paru dans le Parisien hier. Comment on peut sortir de là? Parce que finalement, 10 ans après les émeutes, on a l'impression que rien n'a vraiment beaucoup changé. Alors, sur l'image du département de la Seine-Saint-Denis, c'est très compliqué. C'est une image qu'on a depuis des décennies. Moi, si je dis que j'habite Aubervilliers, tout le monde me regarde en disant « Ah bon, Aubervilliers ?» Donc la vraie question, c'est changer l'image. On commence à la changer. Bien sûr, monsieur avait raison. Il y a une forme de ghettoisation qui s'est installée depuis longtemps. Mais rappelez quand même que dans les années 60 et 70, on a construit pour reloger beaucoup de personnes et qu'aujourd'hui on est dans le même cas de figure. Quand on parle de la Courneuve, les 4000 où les bars ont été démolis, ou Vaux-en-Velin, les fameuses émeutes de Vaux-en-Velin dont plus personne ne parle, les Minguettes aussi où on a démoli et restructuré l'habitat des personnes. Donc changer l'image, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Imaginez par exemple à Aubervilliers, on n'a pas encore le métro en centre-ville. On est l'une des rares villes de la petite couronne à ne pas l'avoir. On était dans un habitat insalubre d'après-guerre, d'avant-guerre, avec des propriétaires impécunieux. Le tout se change difficilement. Dans la politique de la ville et dans les dossiers ANRU, on n'a pas voulu détruire l'histoire populaire de cette ville. On a essayé d'accompagner pour conserver justement notre histoire et conserver des bâtiments à réhabiliter qui font partie de l'histoire populaire de cette ville. Donc c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il ne faut pas... Au départ, M. Borloo a tout à fait raison, il ne faut pas attendre tout de la politique de la ville, elle ne peut pas régler tout.
Elle le règle doucement, mais je vois si le département, par exemple, qui nous a refait beaucoup de collèges sur la Seine-Saint-Denis, ça a été quand même un chiffre très important, 480 millions. Cet accompagnement a été nécessaire. Nos jeunes collégiens aujourd'hui vont dans des collèges qui sont neufs, ce qui est quand même merveilleux en soi quand on connaissait les anciens collèges. Les lycées, pareil. Les transports, on manquait énormément de transports en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, il y a un rattrapage qui va se faire. Donc il y a plein de choses, mais l'image, c'est les stéréotypes que les gens ont conservés par rapport à des faits de société, mais pas plus qu'ailleurs. La Seine-Saint-Denis est un très beau département avec beaucoup d'atouts, et moi j'incite les gens à venir habiter dans notre département. Oui, Aïssa Sago, justement, les habitants, quand ils viennent vous voir, de quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? On parlait de la question des transports, de l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis 2005, le changement qui a commencé à avoir dans ces quartiers-là, on donnait une prise de conscience aux habitants, aussi bien aux parents qu'aux jeunes. Aujourd'hui, la demande qu'on a, c'est beaucoup de je veux du travail. Je veux travailler parce qu'aujourd'hui les gens se sentent à l'aise en fait dans leur quartier parce qu'à Aulnay les rénovations sont bientôt finies, on est sur la dernière tranche et on arrive sur l'ANRU 2 avec la démolition du Galion et les gens se sentent à l'aise aujourd'hui dans ce quartier et c'est vrai que quand on vit dans ce quartier-là, le regard extérieur est différent puisque aujourd'hui moi aussi j'habite dans ce quartier-là et je partirai pas parce que je m'y sens bien, c'est chez moi, c'est là que mes enfants sont nés, ils ont grandi là et partir là c'est tout laisser derrière. Donc c'est la même chose pour ces habitants là aujourd'hui qui ne demandent que de la formation pour leurs enfants et du travail pour eux et leurs enfants. Voilà, la demande qu'on a au quotidien, c'est vraiment des femmes qui viennent pour des cours d'alphabétisation. Je vais apprendre à parler français parce que je cherchais du travail et d'autres qui viennent parce que voilà, j'ai mon jeune qui est à la maison, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Voilà. Estelle Barthélemy, on sait aujourd'hui que 18 ministres, dont Manuel Valls, étaient au Muro. Il y a eu des annonces qui ont été faites, notamment en matière de lutte contre les discriminations dans le recrutement. Alors ça, vous êtes au premier plan pour nous en parler. Est-ce que ces annonces vont dans le bon sens? Écoutez, ça fait 15 ans qu'on parle du CV anonyme, on le met pas, on avance, on recule. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut passer à l'action, il faut mettre en place des actions concrètes, il faut relayer les bonnes pratiques. On ne peut pas tout attendre de l'État, donc il faut aussi, nous, le secteur de l'entrepreneuriat social, qu'on puisse diffuser ce qu'on fait, que d'autres s'en emparent. Là, on prépare pour le 23 novembre une énorme conférence qui aura lieu à Pantin. Osons la banlieue. Je pense qu'il faut que tout le monde sorte de son carcan, qu'on montre tous les entrepreneurs, tous les gens qui font des choses, qui embauchent, des jeunes de quartier qui en sont contents. Donc voilà, faut pas tout attendre du politique. C'est très bien si on a des lois pour nous appuyer, mais sur les jeunes de quartier, à l'époque, j'étais pas fan de la mesure de Fadela Amara. Mais ça a poussé quand même un peu les entreprises à y aller sur le terrain de l'embauche des jeunes des quartiers. Après, je pense qu'il faut peut-être que les politiques osent plus. Alors il y a les politiques de terrain, et puis on se demande parfois, est-ce que ça remonte jusqu'à la tête pensante? Peut-être que les gens qui sont au contact des populations ont quand même beaucoup de choses à dire et qu'on ne les entend pas assez, les politiques de terrain. Nicolas Grivel, est-ce que vous pensez que les politiques sont suffisamment au contact du terrain, notamment sur les banlieues, ou est-ce qu'il faut attendre, comme aujourd'hui, des comités interministériels 10 ans après les émeutes pour que le gouvernement se déplace? Non, enfin, ce que je peux dire là-dessus, la petite histoire, c'est qu'il y a un engagement très fort sur ce sujet. Pour ce qui nous concerne à l'ANRU, on a à la fois une confirmation et une volonté très forte avec la volonté de prolonger le premier programme lancé par Jean-Louis Borloo par un deuxième programme lancé il y a presque un an par le président de la République, et donc avec l'idée encore d'investir 20 milliards dans d'autres quartiers ou pour finir les quartiers qui ont commencé à changer avec le premier programme. Et pour le voir sur les 500 quartiers sur lesquels nous avons conventionné, sur les 200 quartiers nationaux, 250 quartiers nationaux régionaux sur lesquels nous allons conventionner, un investissement très très fort des élus sur ces sujets. Je crois qu'il n'y a pas de... Je n'ai pas rencontré d'élus me disant tout va bien chez moi et je ne veux rien faire parce que les habitants sont contents que ça reste comme ça. À l'inverse, il y a la volonté de s'emparer des succès et des images
très réels, très tangibles du succès du premier programme pour dire maintenant on va dans d'autres quartiers, dans le quartier d'à côté. Quels sont les plus beaux succès justement alors de l'ANRU là? Vous parlez des programmes selon vous Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que les actions qui sont menées, on parle du département de la Seine-Saint-Denis qui est bien représenté autour de cette table. Il y a les territoires que vous représentez ici illustrent les changements de ces quartiers. On parle évidemment souvent de Clichy, Sous-Bois, Montfermeil, puisque c'était l'origine et on a eu un projet de très grande ampleur sur le plateau qui a complètement transformé le quartier. Quand on parle, c'est vrai qu'on a un imaginaire qui est souvent lié, et c'est dommage, mais à des événements qui sont passés dans l'histoire. On avait un certain nombre d'événements qui sont passés dans les années 80 sur l'agglomération lyonnaise. On a eu beaucoup de changements sur l'agglomération lyonnaise, j'étais encore la semaine dernière, où on a eu des vraies stratégies territoriales qui ont à la fois transformé les quartiers tels qu'ils étaient. Les témoignages de gens sur le terrain, ils apportent quand même un bémol à toutes ces politiques. Et pour eux, le feu couvre encore dans les banlieues. Bien sûr, ça reste difficile. Bien sûr, il ne faut pas avoir une vision statique de ces sujets. C'est des quartiers qui, dans leur histoire, ont toujours concentré, pas forcément initialement, mais depuis 15, 20, 30 ans, la crise économique concentre un certain nombre de difficultés, reconcentre la pauvreté par un certain nombre de mécanismes. Et donc c'est forcément complexe, mais en même temps c'est comme ça que, en tirant vers le haut ces quartiers, en changeant l'image de ces quartiers, encore une fois, en reconstruisant ces quartiers et en répartissant par ailleurs, c'est un aspect important et qui a été porté sur l'agglomération lyonnaise, en portant des stratégies d'habitat qui répartissent différemment les populations pour ne pas toujours reconcentrer la pauvreté sur les mêmes quartiers. Et donc c'est des changements forcément progressifs, mais très bénéfique aussi dans l'évolution de ces quartiers. Evelyne Yonnet, Dominique de Villepin, qui était Premier ministre en 2005, dit les banlieues sont devenues des espaces de relégation d'où l'on ne peut partir et où l'on ne veut plus rester. Non, alors, des espaces de relégation, je trouve que c'est excessif dans les propos. On parle de fracture identitaire et on n'est pas loin finalement de l'apartheid territorial dénoncé par Manuel Valls. L'apartheid me semble un mot assez fort. Non, j'emploierai pas ce mot-là. Vous voyez, sur notre ville, nous avons 107 nationalités qui vivent toutes ensemble, qui aiment ce territoire. Malgré tout, ce qu'on peut dire, c'est les gens de l'extérieur qui ont des clichés un peu tout faits d'avance. Mais ce que je peux dire, c'est que nos habitants aiment ce territoire. Donc c'est l'image qui est colportée par ceux qui n'aiment pas, qui défigure un peu ce territoire. Mais par exemple, quand demain un enfant aura fini son lycée et qui pourra aller au campus Condorcet, c'est tirer la ville vers le haut. C'est changer l'image de cette ville. Quand Veolia va s'installer, c'est 4000 emplois qui vont venir sur place. Quand la porte d'Aubervilliers, le millénaire marchera à fond, ça va créer des emplois. Je veux dire, il y a une dynamique qui est lancée dans la rénovation urbaine qu'aujourd'hui on ne peut pas arrêter. Donc toute ville ou département en mutation, c'est très difficile, c'est très long. C'est ne pas y laisser son âme, mais c'est tout l'accompagnement social qui est très important. Mais je crois que les mots employés par vous monsieur... Vous partagez l'optimiste d'Evelyne Yonnet sur ce point. Je souriais parce que quand vous avez parlé de l'apartheid, quand je suis arrivée sur ce quartier en 97, c'était les mots, voilà, j'ai utilisé exactement le même mot, mais tout en étant vraiment, voilà, en étant tout à fait innocente de tout ce qui est politique, parce que j'arrivais sur un quartier où je m'étais jamais engagée ni associative ni politique, et j'ai utilisé ce mot-là dans une réunion à l'école. Et on m'a tout de suite arrêté en disant, voilà, il faut ce mot, ça, il ne faut pas l'utiliser, c'est un gros mot. Mais je dis, c'est le sentiment que j'ai quand je suis arrivée dans ce quartier-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, avec tout le travail qu'il y a eu, avec l'ANRU, avec la démolition des tours, avec le désenclavage du quartier, pour moi en tout cas, je sens qu'il y a de l'espoir et qu'on peut encore continuer, c'est pas fini aujourd'hui, tout en continuant à s'attaquer, enfin à se prendre au bâti, qu'on mette l'humain au centre d'abord et qu'on puisse continuer en fait tout ce travail qui n'est pas encore terminé et qui commence seulement. Estelle Barthélémy, on arrive bientôt au terme de ce débat. Est-ce que vous partagez ces messages d'optimisme et d'espoir sur ce plateau? Je partage l'optimisme. Je ne suis pas du tout d'accord avec les propos que vous rapportez. Je pense que l'entreprise du 21e siècle, soit elle sera diverse, soit elle aura compris que la diversité c'est une chance, qu'il y a des talents dans ces quartiers, qu'il faut aller les détecter pour pouvoir réussir le développement économique. Il ne faut pas oublier que les discriminations sociales, territoriales, économiques, elles ont un coût
pour notre pays. Quand des jeunes font des études supérieures et qui viennent de ces quartiers, quand ils sont au chômage, c'est vraiment très déstabilisant pour l'équilibre et pour la foi en notre modèle républicain. Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir été les invités de ce Sénat 360. Il est bientôt 17h30. Tout de suite, le rappel des titres.